Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'aime vraiment beaucoup faire et surtout regarder. C'est les meilleures lectures de l'année ou là en l'occurrence du premier semestre de 2025. J'ai changé le format par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire parce que même si c'était un format que j'aimais bien, mais en fait ce format ne pouvait pas correspondre à la manière dont j'avais lu en fait cette année. D'habitude, et je vous remets en haut, je sais jamais de quel côté c'est, une vidéo un petit peu exemple de ce que j'avais l'habitude de faire, c'est que chaque mois j'élisais ma meilleure lecture du mois et après je les faisais s'affronter jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'une. Et j'aime vraiment beaucoup ce concept là de vidéo, mais en fait il y a plein de mois en ce début de 2025 où j'ai pas eu de coup de cœur ou de très bonne lecture. Ça a été assez déceptif par moments et donc ça pouvait pas fonctionner parce qu'en fait j'allais prendre des lectures moyennes face à des mois où j'avais 2, 3, 4 parfois très bonne lecture. Donc le concept ne marchant pas, j'ai changé et je vous propose un truc un peu plus simple. Peut-être c'est un top 10 de mes meilleures lectures de 2025. Plus simple, je sais pas, parce que j'ai bien galéré à faire ce top là et à les classer, à les hiérarchiser. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter livre par livre, de commencer par le 10e jusqu'au premier et d'être assez succincte sur les résumés. Donc c'est parti, on y va. En 10e place et sans avoir tranché entre les 3 tomes, j'ai mis l'intégrale et comme ça me facilitait le travail. C'est Les Autos d'affaires de Marine Carteron, donc il y a 3 tomes que j'ai lus en avril, les 3 tomes. Et en fait, dans mes choix de très bonnes lectures, voire mes meilleures lectures, un critère important pour moi, c'est que j'avais pas envie de poser le livre, que j'étais immergée dans cette lecture, que je voyais pas le temps passer. Et quand je réfléchissais, il est vrai que Marine Carteron, j'ai pu lire des heures et des heures au soleil, j'arrivais pas à arrêter ma lecture, j'ai enchaîné quasiment les 3 tomes d'une saga, même s'il y avait des petits temps entre, mais en fait j'ai enchaîné, c'était tellement bien que j'ai eu du mal à m'arrêter. Donc voilà, j'ai adoré. Pour l'histoire, et donc vous pouvez aller voir le bilan du coup d'avril si vous voulez en savoir davantage. Mais donc dans Les Autos d'affaires, on est dans un monde où, comment il s'appelle, Auguste Mars qui a 14 ans et sa sœur Césarine qui est autiste vont un petit peu malgré eux découvrir l'héritage familial, à savoir que leur famille, que ce soit maternelle ou paternelle, sont, j'ai oublié le mot, des protecteurs en gros, et ils doivent un petit peu lutter contre les autos d'affaires qui, comme le nom l'indique, veulent détruire en fait le savoir, les livres de l'humanité. Et en fait, ces 2 enfants vont se retrouver propulsés dans cet univers-là. Et on a d'un côté Auguste qui a 14 ans et au début, c'est pas du tout sa préoccupation principale. Lui, il est au collège. Voilà, il veut être populaire, il veut avoir une petite amie. Et de l'autre côté, on a Césarine qui est extrêmement drôle. Je pense que ce personnage m'a marqué. Et en fait, elle est autiste et grâce à elle, on va prendre un certain recul par rapport à ce qu'on peut voir. Et elle est assez cynique. Elle le fait pas forcément exprès, mais du coup, on a un petit ton acidulé pour se moquer des autres. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré cette saga. En 9e position, ce livre, donc La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Cube. Donc une bonne surprise, je voulais découvrir ce texte-là, que j'ai lu en mars, si vous voulez aller voir un avis plus détaillé. Ici, dans ce texte, Lola Lafont va écrire un petit peu la biographie très romancée et surtout sans suivre un ordre toujours très historique, la biographie de Nadia, j'ai peur de dire une bêtise pour son nom de famille, Comaneci, qui est une gymnaste roumaine d'exception et qui a vraiment marqué son sport. Et en fait, elle va aussi inventer des dialogues entre Lola Lafont, l'écrivaine, et cette Nadia, parce que Lola Lafont a grandi aussi en Roumanie, a pratiqué ce sport ou de la danse, je sais plus trop. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est le rapport au corps que nous montre Lola Lafont, en fait, que ça soit à l'est ou à l'ouest, parce que c'est au moment de la guerre froide, le corps des femmes est matrixé, le corps des femmes est objectivé et maltraité, et ça, c'est une vérité un petit peu universelle. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle montre que si la vie à l'est était terrible, il y avait aussi des choses positives, des avancées sociales qu'il n'y avait pas forcément à l'ouest, notamment pour les femmes, le travail des femmes, etc. Et du coup, elle vient aussi critiquer la vision romancée qu'on peut avoir du bloc de l'ouest et aussi la critique du capitalisme. Donc voilà, j'ai trouvé qu'elle arrivait à faire dialoguer tout ça, que c'était très fort, très féministe. Le personnage de
Nadia est extrêmement intéressant. Et franchement, la pauvre, enfin, elle a vécu des choses qui sont horribles. Et on est dans un monde de gymnastes où en fait les corps sont vraiment soumis à des choses absolument pas naturelles. Et la plume de Lola Lafont, vraiment, j'aime beaucoup. Je vous donnerai à la fin des statistiques sur quels sont les livres qui ont le plus de chances de finir dans ce top. En 8e position, il y a le tome 2 de la saga de Juno Dawson, donc The Shadow Cabinet. Comment s'appelle cette saga ? Je ne sais pas. Royal Coven peut-être. Donc le tome 2 que j'ai lu en mars également. Donc le mois de mars, c'est quand même un mois où j'ai fait de très bonnes lectures. En même temps, j'en ai lu 14 de livres. Donc en termes de statistiques, ça devrait être bon. Donc dans ce tome 2, je le trouve beaucoup plus mature. On est dans la droite lignée des événements du tome 1 et je trouve que le conflit central, en fait, je devrais dire les conflits centraux, sont hyper intéressants. Parce qu'on a le conflit entre sorciers-sorcières versus humains et surtout entre les sorciers et les humains. Parce que les sorciers veulent, même s'il y a quand même pas mal de femmes sorcières dedans, les sorciers veulent dominer les humains et instaurer un ordre hiérarchique entre les deux. Et en même temps, on a un combat un petit peu au moins symbolique et culturel des hommes sur les femmes. Ils trouvent que les femmes auraient pris trop de pouvoir, et notamment dans le clan des sorciers-sorcières au sens large. Et ces deux conflits vont s'imbriquer parce que les sorciers vont utiliser les hommes mortels pour évincer les sorcières et en fait se retrouver tout seuls, les hommes sorciers, en haut de la pyramide. Bref, j'ai trouvé ce tome très mature, les thèmes posés sont hyper intéressants, ça va parler de racisme, ça va parler de discrimination, ça va aussi parler de transidentité parce qu'on a toujours ce personnage du tome 1 qui est une personne trans. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très fort d'avoir autant de thèmes politiques dans ce livre-là et que ça ne soit pas lourd à lire et que ça vienne dénoncer autant de choses. Donc écoutez, j'aime beaucoup cette saga, j'ai hâte de la continuer. J'attends juste que le préquel et le dernier tome de la trilogie soient traduits en français. Ma 7e meilleure lecture, et je pense que sans surprise vu comment j'en ai parlé sur cette chaîne, c'est le tome 1 de L'Enfant de Poussière, donc le cycle de Sif de Patrick K. Dwetney. J'ai adoré cette saga de fantasy, enfin cette saga, ce tome 1 de fantasy. J'ai été, comme ça je le dis là, je pose ça là, on va pas polémiquer là-dessus, déçue du tome 2, même si la fin vient relever tout ça, et je vais pas continuer depuis, j'attends les Utopiales. Et donc dans Cycle de Sif, le tome 1, L'Enfant de Poussière, j'ai adoré le personnage de Sif, il a été extrêmement touchant. J'ai adoré l'univers, le world building, les relations, ça va vite, il y a plein de personnages qui meurent, enfin, vraiment il se passe mille et une choses. J'étais happée par ce récit de fantasy. On est vraiment dans des vibes à l'Assassin Royal de Robin Hood, donc je trouve que si vous avez aimé, on retrouve ça, mais en même temps on a une plume plus qualitative, beaucoup plus belle. J'ai adoré la plume de Patrick Dwetney, vraiment elle fait partie de ces plumes qui m'ont marqué. Il écrit extrêmement bien et je trouve que le côté, il disait aux Utopiales quand j'ai acheté le livre et quand il me l'a dédicacé, qu'il y avait un petit côté bourdieusien, et je trouve que oui, les dénonciations de classe sociale, les dénonciations en fait en général sont beaucoup plus marquées que ce qu'on peut avoir dans certains livres de fantasy. Donc écoutez, c'était trop bien, et en fait il s'est pas hissé plus haut parce qu'il y a eu mieux, et je trouve ça assez incroyable parce que je pense que ça a été un de mes premiers coups de cœur de l'année, je vous dis pas de bêtises. Non, c'est ça, ça a été mon premier coup de cœur de l'année. Je l'ai lu en janvier et fin février, donc vous le retrouverez dans le bilan lecture de février. Ça a été incroyable, et en fait il est que 7e parce que j'ai d'autres choses à vous montrer qui était encore mieux, mais franchement, coup de cœur. Donc à partir de là, on est dans mes lectures coup de cœur, c'est plus des meilleures lectures, c'est des coups de cœur, et c'était incroyable, et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu autant de coups de cœur, du coup 7 dans l'année, ce qui est énorme. 6e meilleure lecture, et franchement j'ai hésité entre ce livre-là et L'Enfant de Poussière, mais La Guerre du Pavot de R.F. Kuang, que j'ai adoré. En fait, pourquoi il se hisse aussi haut? Parce que du coup je trouve que l'univers est plus original, mais en même temps je sais pas si c'est le cas ou juste si c'est parce que on y connaît un petit peu moins, enfin, j'y connais un petit peu moins de choses, autant m'engager que moi dans cette phrase, dans la culture d'inspiration chinoise, donc ça me paraît de suite plus original. Mais en même temps c'est écrit par une femme et je trouve que ça se ressent, même si il y a peu de biais sexistes dans le livre de Patrick Dwetney, mais en fait il y a peu de personnages féminins, alors que là on a un personnage féminin, on a plein de personnages féminins, et en fait c'est ces micro petits détails qui viennent faire que ce livre-là prend une place supplémentaire par rapport à L'Enfant de Poussière. J'ai adoré, je vous en ai parlé récemment dans des vidéos, donc je vais pas épiloguer là-dessus. J'ai adoré l'univers, j'aime bien le personnage de Rin, même s'il y a des tropes assez classiques. Écoutez,
Je vous parlais au tout début de se laisser rentrer dans un récit, de se laisser absorber par le récit. Et je pense qu'en critère numéro 1, quand on veut surveiller plus le bac parce qu'on veut continuer à lire, je pense que ça, c'est déjà le signe d'une excellente lecture. Donc franchement, c'est le meilleur livre que j'ai lu de cette autrice. J'ai eu qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte et de me précipiter pour le lire. Vite. 5e meilleure lecture, et ça a été un coup de cœur, vraiment. C'est Une valse pour les gros textes de Guillaume Chamanadjian, que j'ai adoré, que j'ai lu en février, et en fait il y avait même un vlog dédié parce que c'était mon premier épisode de Je lis 24 heures dans la peau 2, et c'était dans la peau de Lucie. J'ai d'ailleurs trop hâte de refaire ça, donc s'il y a des gens qui sont motivés, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement j'aime trop ce concept là. Donc bref, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré comment on passe d'un livre de fantasy à un livre un peu de science-fiction. J'ai tout aimé tellement que j'en ai parlé à plein de gens qui lisent pas forcément de la fantasy en disant mais il faut découvrir ce livre là, c'était trop bien. J'ai trouvé l'univers encore une fois assez original. On est, je dirais, en 1500 quelque chose à peu près, dans une ville qui est une ville soit d'Allemagne, soit d'Autriche, je dirais plutôt l'Autriche, forte influence quand même italienne, dans une université, donc même un peu plus tôt, peut-être 1400, il y a quand même des inspirations très médiévales, je trouve, dans la conception même de l'université. Et donc dans cette université, où a priori il n'y a pas du tout de magie, on a un astrologue qui a fait des prédictions, et en fait, nous, on va suivre un personnage qui s'appelle Johan. Johan, il est apprenti médecin, mais il est surtout ciroplaste, c'est comme ça qu'on dit. En fait, il va reproduire avec de la cire, d'où le nom, les parties du corps humain pour qu'on puisse mieux les étudier. Donc vraiment, on est dans une forme de rationalité de tout ce qu'elle a de plus commune, de plus même limite stéréotypé à l'université, médecin, corps humain, tout ça. Et donc un jour, Johan est enlevé et il se voit un petit peu confier deux choses. L'enfant de la femme du chef politique local qui a une tête de faune ou un corps de faune, je sais plus, un corps je crois, et un cahier où l'astrologue dont je vous ai initialement parlé a fait des prédictions. Et en fait, très dérangeantes ces prédictions parce que, en fait, c'est des prédictions un peu d'un univers alternatif. Et il se pose plein de questions. Et je vais vous laisser sur ça, je vais pas y répondre moi. Mais c'était trop bien. Et je pense que je le relirai parce que autant j'avais aimé la plume de Guillaume Chamanadjian dans Capitale du Sud, autant il m'avait emporté. Et en même temps aussi, j'avais retrouvé Marseille, Aix-en-Provence. Et il dit que c'est de ces villes-là notamment qu'il est inspiré. Mais là, je trouve qu'il l'élève encore un peu sa plume, la capacité qu'il a à créer des univers, à nous embarquer là-dedans. Pareil, on revient toujours à ce critère, mais vous vous rappelez le fait de ne pas avoir le temps passé en lisant, qui est quand même un critère important pour moi, parce que je m'ennuie très vite. Il faut savoir cela. Et bien dans la vidéo 24 heures dans la peau de Lucie, Lucie lit le soir extrêmement tard, et j'avais réussi à lire assez tard, beaucoup plus tardivement que ce que moi j'ai l'habitude de faire, mais largement moins tard que ce que peut faire Lucie, parce que ce livre m'avait tenu en haleine, donc il a repoussé l'heure du coucher, ce qui est déjà un signe important que c'est un coup de cœur. Et après, vous allez être un petit peu surpris. J'ai beaucoup hésité, mais en 4e meilleure lecture, ça a été un coup de cœur. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Il y a Soma de Florian Soulas. Je vous en ai parlé très récemment dans un vlog où la roue choisissait le nombre de pages que je devais lire par jour. C'est un court texte, il fait 150 pages, même pas. Et en fait, on est dans du cyberpunk, inspiration très jeu vidéo, en tout cas dans ma tête. Et on a Risa qui est la seule cyborg et en fait elle peut craquer n'importe quel code, naviguer dans n'importe quel réseau informatique. Elle s'y connaît extrêmement rien. Et donc un jour elle va se retrouver parce qu'en fait elle enquête, elle fait résoudre des sortes de missions pour l'Enclave, qui est une communauté féministe de gauche. J'adore. Et donc, un jour, au cours de ses missions, elle se retrouve face à son double, à un de ses doubles, et s'ensuit une enquête policière pour comprendre un peu un thriller, un peu une enquête que va résoudre Risa et ses amis et amantes pour comprendre d'où vient Risa, son passé, mais aussi qui sont ses doubles, quelles sont leurs connexions et est-ce qu'on peut les sauver. Et dans cette question de les sauver se pose la question en fait de leur humanité et à quel moment les cyborgs peuvent être considérés comme des humains, est-ce que les IA peuvent ressentir, et donc se posent ces questions-là autour de l'intelligence artificielle et de l'humanité. Bref, c'était trop bien. J'ai pas réussi à lâcher le livre, c'était trop bien. Et en fait, là où je vous dis que vous risquez d'être surprise
et en fait moi qui me conforte dans quelque chose que j'ai mis en place en la fin de l'année 2025, mais que là j'ai vraiment intensifié en 2026, c'est de lire des autrices de SFFF. Vous l'avez vu dans ce top-là, je vous donnerai les ratios à la fin, mais il y a quand même beaucoup de SFFF et il y a quand même beaucoup d'autrices. Et donc mention spéciale vraiment à Floriane Soulas qui revient une deuxième fois. Et voici ma troisième meilleure lecture de l'année avec Les Oubliés de Lamas. Et vraiment, je vous disais, livre dont on voit pas passer les pages, etc. Ça fait plus de 800 pages. Je l'ai lu en une semaine. Enfin, vraiment, j'étais moi-même la première surprise. Enfin, lire autant en fait et être autant embarquée. Après, il y avait des choses qui allaient me plaire. Hein. C'était un space opéra. On est autour de Jupiter et autour de cette planète qui est la seule qu'on n'a pas réussi à coloniser ou même à terraformer. Il y a un amas de débris, de vaisseaux spatiaux et autres débris liés à la conquête spatiale. Donc il y a une ville un peu sur cet amas, une ville mal fréquentée, dirons-nous, avec beaucoup de criminels, de rebuts, de personnes marginalisées. Et dans cet endroit-là, nous allons retrouver Kat, qui est assez mystérieuse au début. Et Kat, elle cherche son frère jumeau qui est parti et elle le soupçonne d'avoir essayé de faire une course de vaisseaux spatiaux autour de Jupiter, course extrêmement dangereuse du fait de la géologie, je ne sais pas comment formuler ça, de la planète Jupiter en elle-même. Et en fait, Kat a un passé mystérieux. Elle est une physicienne hors pair. Et le fait qu'elle se retrouve là, c'est assez énigmatique, problématique. J'ai adoré. J'ai adoré le personnage de Kat. J'ai adoré tout dans ce livre. Vraiment, ça a été un coup de cœur phénoménal. Et donc, Floriane Soulas, 2 coups de cœur, en plus très haut placés. 3e et 4e meilleure lecture de ce premier semestre, c'était incroyable. Et je veux, ça confirme, tout lire de cette autrice. J'ouvre une parenthèse ici que je développerai à la fin de l'année au moment de mes objectifs. Mais ça fait plusieurs fois, je sais pas si on voit très bien, que je lis des livres avec les étoiles montantes de l'imaginaire, qui est, je dirais pas un label, même si ça pourrait être ça, des éditions Pocket, et donc où je lis des livres estampillés avec ce label-là et qui finissent par être des coups de cœur. Et en fait, j'ai très envie, je pense, d'aller me lire tous ces livres de ce label. Voilà, je vous en reparlerai, je vous montrerai la liste un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose que j'ai très envie de faire, je pense, pour 2026. Et donc on arrive à mes 2 meilleures lectures de l'année, 2 énormes coups de cœur, beaucoup eu de mal à les discriminer. Je pense y être arrivée, être plutôt apaisée avec mon choix, au pire c'est pas très grave. La 2e meilleure lecture de l'année, c'est Les Sirènes d'Emilia Hart, et je n'ai pas le livre parce que je l'ai prêté à une amie, et Emilia Hart, c'est une autrice chouchoute, je vous en parlais dans mon bilan de mi-année, c'est ma nouvelle autrice de référence, c'est ma nouvelle autrice préférée. Et j'ai adoré Les Sirènes, vraiment c'était trop bien. Je l'ai lu quasiment à sa sortie, je suis en train de regarder, donc vous pourrez le retrouver, vous pourrez retrouver mon avis plus détaillé dans le bilan lecture de mai. C'était trop bien. Donc dans Les Sirènes, on va suivre des thèmes qui sont quand même très chers à Emilia Hart. Ici, on est en Australie et on va suivre Lucie qui a une maladie, elle est allergique à l'eau et en fait c'est assez extrêmement compliqué pour elle d'être en contact avec de l'eau. Et Lucie rêve de devenir journaliste, elle est très éprise de découverte de la vérité, elle aime bien les podcasts autour des crimes non résolus, etc. Tout ça aura son importance pour la suite. Et elle vit un cas d'harcèlement scolaire lié à des VVS qu'elle a subi, donc vraiment situation horrible. Et elle décide de partir voir sa sœur avec qui elle a des contacts assez distants. Sa sœur qui a emménagé sans trop qu'elle sache très bien pourquoi, dans un lieu symbolique puisque c'est le lieu des meurtres non résolus que Lucie écoute dans le podcast. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Et au moment de ce chemin pour y aller, de ce voyage, Lucie est assaillie de plus en plus par des cauchemars récurrents et elle découvre quand elle rentre chez sa sœur qui n'est pas là que sa sœur a les mêmes cauchemars et les mêmes images que elle, donc quand même quelque chose d'assez marquant. Et en parallèle, on va suivre Marie. Marie, c'est une jeune fille qui est envoyée de force de l'Irlande vers l'Australie en colonie pénitentiaire pour devenir femme de colon en gros. Et le bateau qui l'emmène vers l'Australie fait naufrage et ces 2 histoires sont réunies. Et on va aborder, je vous le disais, des thèmes chers à Emilia Hart, à savoir la mémoire transgénérationnelle, les VVF, la sororité, le féminisme, etc. C'était trop bien, c'était trop bien. Moi j'ai trouvé ça en dessous un petit peu de La Maison aux Sortilèges et je pense que c'est pour ça que c'est pas ma meilleure lecture de l'année. Surtout que ma meilleure lecture, mais là sans surprise parce que je vous l'avais dit dans le bilan de mi-année et ça n'a pas été détrôné, c'est Fragile de Nicolas Martin. J'ai adoré. En fait j'ai adoré et en même temps j'ai trop flippé. Genre j'étais en
PLS en lisant parce qu'on est dans un futur tellement proche et je me suis tellement identifiée à l'héroïne principale que j'ai fini en PLS en le lisant. Donc en fait dans cette société où l'extrême droite a pris le contrôle du pays, où on est dans un régime extrêmement fasciste et ça fait très peur, on va suivre Tiffen qui est une personne de gauche avec son mari, sauf que son mari a décidé un petit peu, et je trouve qu'on dénonce quand même assez bien ça, d'infiltrer le système pour le détruire un peu de l'intérieur, sauf que ça marche pas trop, il est plus trop révolutionnaire ce monsieur, mais il a un poste important au gouvernement. Poste qui lui permet de participer avec sa femme à un programme d'eugénisme embryonnaire, parce que dans cette société, les enfants naissent très souvent avec le syndrome de l'X fragile, ce qui retarde très fortement leur développement physique et intellectuel. En partant de ça, Tiffen participe à ce programme un peu malgré elle, et l'enfant auquel elle va donner vie, elle comprend très vite qu'il a des capacités intellectuelles un petit peu supérieures et ça commence à la faire flipper de ouf, vous comprenez très bien pourquoi. Et elle mène son enquête. Je vous laisse sur ça parce que vraiment ça a le mérite d'être découvert dans son intégralité. L'écriture est incroyable. Il y a un jeu sur la mise en page, j'essaie de vous en trouver un extrait. Un jeu sur le retour à la ligne, je sais pas si je vais réussir à trouver. Qui rend le texte très sonore et ça j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai qu'une hâte, c'est de le relire. J'attends de l'avoir oublié un petit peu plus et d'être un petit peu moins flippée parce que maintenant je sais que je vais être en PLS en le lisant. Bref, voici pour mon top 10 des meilleures lectures de 2025, premier semestre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas vous à m'indiquer quelle est votre meilleure lecture, comme ça je vais aller me ruer pour la lire parce que vraiment j'ai qu'une hâte, c'est de lire que des bangers en ce moment. Enfin voilà, et c'est trop bien. Si j'ai oublié les statistiques, sur les 10 livres, il y a 7 livres écrits par une autrice, dont 2 qui reviennent, c'est Florence Soulas. Donc 70% de mes meilleures lectures sont des lectures écrites par des autrices, il n'y a rien d'étonnant à ça. Et en termes de genre littéraire, Les Sirènes, c'est classé comme de la littérature blanche. On pourra en discuter, mais je vais le laisser là. Et donc 80% de mes meilleures lectures sont des livres de SFFF. Donc je pense qu'on n'est pas du tout surpris, vous et moi, mais au moins le constat est largement posé. Bref, je vous disais donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre meilleure lecture, comme ça je vais me ruer dessus pour la lire. Et moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un j'aime et à commenter, c'est très important pour moi et pour le développement de cette chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez bien. Au revoir!